il est membre du collège des cardiologues en formation, mais aussi chercheur, notamment sur les effets des drogues, tabac, médicaments sur le cœur. Il y a même un projet, vous pourrez citer, le projet Addicto Music. Absolument. Voilà, et Juliette, alors vous avez raconté dans un livre incroyable, Maman ne me laisse pas m'endormir, votre combat pour essayer de sauver votre fils Joseph, qui est décédé à 18 ans d'une overdose d'opiacés de benzodiazépines, et qui sera d'ailleurs même adapté sur un film, etc. Voilà, donc depuis vous vous battez, et vous allez nous raconter ça dans votre échange. Voilà, vous avez 12 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci Fabien. Écoutez, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec le docteur Théo Pézel aujourd'hui. Je mène un combat contre les addictions, en particulier aux médicaments, vous l'avez compris. L'étude de Théo sur l'impact de la consommation de drogue m'a évidemment interpellée. Ma première question sera, quels sont les effets des drogues illicites, du tabac sur le cœur? Qu'avez-vous pu constater et dans quel contexte? Donc déjà, un premier point, on peut discuter de n'importe quel type de drogue, que ce soit cannabis, cocaïne, MDMA, les opioïdes. Ça peut donner en fait toutes les complications qu'on connaît en cardiologie. Un infarctus, une embolie pulmonaire, un arrêt cardiaque. Ce qui était déjà connu et qu'on a tous un peu en tête, c'est que finalement consommer fréquemment ces drogues augmente notre risque de faire des événements cardiovasculaires. Et l'objectif de notre étude, c'était d'aller un petit peu plus loin et de voir si, lorsque je fais un événement cardiovasculaire, la consommation récente de drogue aggrave mon pronostic et d'interpeller sur les risques de ces consommations de drogue chez nos patients. Est-ce qu'on a des chiffres? On connaît les chiffres? Oui, alors, c'est des chiffres qui sont finalement par définition sous-estimés. En France, on dit qu'on est à peu près de l'ordre de 11 à 12% de toute la population française qui consommerait de façon régulière des drogues, incluant le cannabis. Mais finalement, on sait qu'il y a une sous-déclaration, c'est des valeurs uniquement déclarées. Et fréquemment, on voit que c'est seulement un patient sur deux qui admet, qui évoque, quand on lui pose la question, consommer ces drogues. Donc c'est très présent. Et puis surtout, un point important, et on va y revenir ensemble, Juliette, c'est que ça touche en fait tous les milieux, ça touche tout le monde. Donc il faut s'enlever de la tête que la drogue, c'est uniquement le toxicomane près de la Riboisière à Gare du Nord. En fait, ça touche tous les milieux, tous les âges, et on va y revenir aussi en parlant de Joseph, ton fils. Particulièrement les drogues médicamenteuses, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, on soigne beaucoup de gens avec des antidouleurs qui, pour une épaule cassée, on prescrit des mois d'opiacés ou d'antidouleurs à ces gens qui n'ont aucune addiction au départ et qui finissent par devenir relativement souvent très addicts à cause de la puissance de ces molécules. Oui, absolument. C'est qu'en fait, finalement, on voulait avec Juliette aussi aller au-delà de la notion de drogue illicite, mais aussi sur cette addiction des produits qui sont prescrits pour lutter contre la douleur. Et je pense que ça peut être aussi important, parce que quand on en a discuté ensemble, raconte-nous un petit peu par rapport à Joseph, comment ça a commencé, et finalement, quelle substance, et raconte-nous l'histoire de Joseph. Maintenant, je vais raconter. Oui, c'est important. Comment ça a commencé? Ça démarre souvent avec le cannabis, comme la plupart de tous ces jeunes qui fument un peu. Et puis, on a besoin d'aller plus loin. Parfois, lui, il a fait un épisode assez fort de crise d'angoisse et d'attaque de panique liée au THC. Et on lui a donné un Xanax. Le médecin de son collège lui a donné un Xanax pour s'apaiser et se calmer. Et tout a commencé, en fait, parce qu'il en a aimé l'effet planant. Et c'est vendu comme des drogues par les dealers aujourd'hui. C'était en Angleterre à l'époque, ça s'appelle des Xannis, ça coûte 1 pound. C'est accessible très facilement. Et l'addiction est très, très rapide. Ce qui est marquant, c'est que finalement, nous, c'est des médicaments en tant que médecin qu'on prescrit facilement. Et puis, quand un patient est devant nous et qu'il a mal, quand on a un traumatisme de l'épaule, du genou, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, un dimanche où on a joué au foot, le patient, il est demandeur d'un antidouleur. Docteur, vous ne me referiez pas l'ordonnance? J'ai vraiment mal. C'est ultra facile pour nous de le faire. C'est le problème des prescriptions hâtives qui sont très fréquentes encore aujourd'hui par les psychiatres ou par les médecins ou par les généralistes
plus simplement. Il faut vraiment prendre en considération la dangerosité des molécules et la facilité avec laquelle on s'habitue. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup été formés pour ça. J'en ai souvent discuté avec des psychiatres ou des médecins qui m'ont dit on a très peu d'heures de cours sur cet aspect-là. Mais c'est fondamental aujourd'hui de réduire au strict minimum, ou en tout cas d'encadrer dans le temps la prescription de ces antidouleurs. Vous avez raison, on est formé en médecine à la technique. Quelle dose, qu'est-ce qui va m'autoriser à monter, et puis il faut l'apprendre par cœur pour les partiels, les examens. Mais par contre, savoir quand est-ce qu'il va y avoir l'addiction, quand est-ce que... Puis d'évoquer peut-être l'utilisation d'autres techniques, l'ostéopathie, etc., sur des douleurs traumato, la place des kinés, pour éviter de monter sur des paliers. On n'y est pas trop formé en médecine, c'est vrai. Plein de médecines parallèles qui sont très accessibles et qui sont certainement très utiles en cas de douleur, c'est sûr. Absolument. Alors je reviens à mes questions. Et je vous demande, cher Théo, lorsqu'il y a survenance d'un accident cardiaque et qu'on arrive à l'hôpital, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de recherche ni de recommandation dans le cas d'un événement cardiaque aigu. Oui. Qu'est-ce que vous suggérez? Alors, c'est ce résultat, c'est ce résultat d'addicto-usique. Donc addicto-usique, c'est ce résultat d'addicto-usique. Racontez-nous. Addicto-usique, c'est important, c'est une étude qui n'aurait pas pu exister sans le soutien de la Fondation Cœur et Recherche. Et je vous explique pourquoi tout de suite. Cette étude, elle a jusque-là adressé une question qui n'avait pas eu de réponse objective. C'est le fait le même jour, 2 patients arrivent en soins intensifs avec le même événement cardiaque. 2 patients qui font un infarctus, des hommes ou des femmes, Martine, on est d'accord? Eh bien, ce qu'on a montré dans cette étude, avec plus de 39 centres français investis et un soutien de la Fondation Cœur et Recherche uniquement, c'était notre seul soutien financier, c'est que le patient, la patiente qui a consommé des drogues illicites dans les 2 à 6 jours qui ont précédé, évalué par un test urinaire, le risque de mortalité pendant cette hospitalisation, il est augmenté x6, x8. Et donc, à toutes les étapes, la consommation de ces drogues, elle aggrave le pronostic des patients, elle va entraîner le phénomène, et quand l'événement cardiaque aigu survient, ces patients, ils meurent encore plus, ils sont encore plus graves, on est les premiers à le montrer. Alors vous avez, parlez-nous de ce test que vous avez mis en place. Alors ce test urinaire, c'est un test français, c'est une boîte française qui fait ça, et c'est comme un test de grossesse, même principe. On trempe ce test dans les urines, on attend 3 minutes et on a le résultat. Ça coûte un peu cher, 15 € l'unité. Mais c'était aussi le plus robuste qui soit, et la facilité d'utilisation fait que vous êtes indépendant de votre laboratoire, on peut le faire n'importe où. Donc on peut même l'imaginer en dehors de l'hôpital, sur un centre accueillant par exemple des patients qui souffrent de douleurs chroniques, etc. Sauf que 15 € par patient, si on veut faire 1500, 2000 patients, ça coûte cher. Est-ce que l'industrie pourrait nous soutenir? Ben non, ça n'intéresse personne. Ce n'est pas un médicament qui va faire fructifier Novartis, AstraZeneca ou autre. Il faut le dire, ça. Cette recherche sur les drogues illicites, elle n'intéresse pas les industriels. Donc, qui seul peut soutenir un projet de la sorte? La Fondation Cœur et Recherche, un soutien par du mécénat, par des dons 10, 20, 30 € de personnes qui soutiennent cette recherche académique. Et ça, on voulait vraiment, avec Juliette, marquer le rôle de la Fondation là-dessus. C'est que sans la Fondation, ces études ne pourraient pas se faire et on ne pourrait pas interpeller comme ça. C'est vraiment important. Pour en revenir à mon fils, il avait toujours une inquiétude immense sur son cœur, justement. Il trouvait qu'il battait trop vite, il prenait son pouls très souvent, il était très inquiet, il m'a demandé très souvent de l'emmener voir des cardiologues. On a fait plusieurs rendez-vous, on a fait des tests à l'effort, des électrocardiogrames qui étaient normaux, et pourtant, c'était pas normal. Qu'est-ce que vous pouvez... Comment vous pouvez expliquer? Ça, c'est un élément qui est marquant parce que quand on en a discuté en amont, on peut imaginer parfois que le décès d'un enfant, Joseph, il survient comme un coup de tonnerre. Ce n'est pas le cas. Il y a des signes d'alerte, sauf que ce qui n'est pas évident, c'est que souvent, quand on a par exemple un spasme coronaire ou bien des moments d'arythmie, bref, quand le patient arrive aux urgences ou en cardiologie, on n'a plus de signes objectifs à cela. Nos prises de sang sont normales, nos électrocardiogrammes sont normaux.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est rien, rentrer à la maison. Et c'est peut-être là qu'on peut agir. C'est que finalement, ça traduit déjà une susceptibilité cardiaque. On n'est pas tous égaux face à ces substances. Et c'est peut-être là qu'on pourrait imaginer faire ce test urinaire. Et que, pourquoi pas demain, tout jeune aux urgences qui consulte pour palpitations, douleurs thoraciques, rechercher des drogues. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, il y en a plein. Oui, mais on est en train de parler de sauver de la vie de Joseph, de jeunes, de nos enfants. Et l'objectif de cette étude, encore une fois, c'était d'interpeller sur le fait que peut-être qu'on peut plutôt voir un drapeau orange se lever et agir et se comprendre qu'il y a un problème et que l'étape d'après, c'est l'arrêt cardiaque. Une forme de warning. Et il y a un examen plus invasif qui existe aussi. Une fois qu'on a fait ce test urinaire, on peut imaginer faire un examen qui peut vérifier le spasme. Alors ça, c'est ce qu'on discutait avec Juliette en préparant cet échange. Et effectivement, la question du spasme coronaire, qui est beaucoup mentionnée parce que peut-être induit, donc c'est le fait que l'artère se resserre de façon brusque, c'est les cellules musculaires qui bloquent l'artère liée à ces drogues. Est-ce qu'on peut le voir après? Alors il y a un test qui existe, c'est un test qu'on appelle un test ométergien, peu importe. On injecte une substance au patient pour essayer de lui reproduire ce phénomène. Mais c'est dangereux. On a chaque année des arrêts cardiaques au cours de ce test qui surviennent. Donc c'est pas simple, c'est probablement pas la réponse à donner à tous ces patients et c'était probablement pas forcément l'examen à faire pour Joseph, mais en tout cas de lever un drapeau orange et de se dire c'est pas rien en fait d'avoir des palpitations quand on consomme régulièrement des opioïdes. C'était peut-être là qu'il y avait une possibilité et qu'on a une possibilité à l'avenir de lever un drapeau orange, Juliette. Et pour éviter la sous-déclaration des patients justement qui arrivent à l'hôpital, qui sont dans le déni ou probablement dans une forme de honte et qui sont au risque, qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois? Ça, c'est un point qui est super intéressant. C'est un des résultats de l'étude que je voudrais vraiment partager avec vous. Tous ces patients, on leur a expliqué le principe de l'étude. Madame, monsieur, acceptez-vous de faire partie d'une étude où on va rechercher avec un test urinaire la consommation de drogue? Acceptez-vous? Oui, bien sûr. Prenons tous ces patients et les patients qui étaient positifs au test urinaire. Ils savaient qu'on allait les rechercher. On leur a posé la question. Madame, monsieur, consommez-vous des drogues illicites? Pas du tout. Parmi les patients qui ont eu un test positif, 45% d'entre eux répondaient « non, je ne consomme rien ». Les addictologues le savent depuis longtemps, c'est fascinant sur le plan psychologique. C'est une sorte d'ambivalence. En fait, notre culture fait qu'on n'est pas habitué à exprimer le fait qu'on consomme du cannabis, cocaïne, qu'on consomme des opioïdes à forte dose. Mais en même temps, les patients ne nous le cachent pas tant que ça. Dès lors que c'est de leur santé, on creuse un peu plus. Vous voyez, cette ambivalence, ils acceptent de faire partie d'une étude qui va le rechercher, mais ils nous disent non. Ça montre une chose qui est importante. C'est que si on pose simplement la question à un enfant, à un adolescent, à un adulte, vous consommez des substances? On va louper un patient sur deux. Et donc on se repose cette question de 15 €. 15 €, c'est quoi par rapport à la vie de Joseph, par rapport à la vie de nos enfants? On peut se poser la question. Alors pourquoi c'est pas fait? Parce que pour convaincre les ministères, pour convaincre la sécurité sociale, il faut de la recherche. Il faut des papiers de bon niveau, des publications scientifiques qui le montrent. Et là encore, c'est parce que la Fondation existe qu'on a cette possibilité de petit à petit convaincre et peut-être un jour pouvoir le plus tôt possible détecter ces consommations de substances. Je crois qu'on a terminé. Est-ce que je peux vous poser une dernière question, oui, qui est une question qui est difficile, mais qu'on se pose après notre échange, c'est finalement, Juliette, est-ce qu'on aurait pu éviter ça, selon vous, pour Joseph? Est-ce qu'on aurait pu éviter qu'il décède du fait de cette consommation d'opioïdes prescrites par des médecins initialement? L'éviter, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais peut-être fait quelque chose différemment. J'aurais fait plus attention aux prescriptions hâtives, ça c'est une certitude, qui ont été vraiment fréquentes et souvent à mauvais escient. J'aurais probablement fait appel à des médecines un peu plus parallèles. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui d'ailleurs. Il y a quelques années, il y avait moins de choses, voilà, qui auraient l'ostéopathie, j'en sais rien, le yoga même, des choses qui auraient pu l'apaiser, peut-être le calmer.
Et peut-être tout ça aurait fait que j'aurais pas eu besoin de chercher des centres totalement inadaptés, parce qu'il y en a très peu encore aujourd'hui, mais à l'époque il y en avait encore moins, de centres d'addictologie qui sont toutes drogues confondues, toutes âges confondus, absolument pas adaptés à un jeune homme de 18 ans qui n'a forcément pas la force nécessaire de caractère pour se sortir de tout ça à cet âge-là. Donc oui, il y aurait probablement eu des choses, mais je ne sais pas si j'aurais pu changer le destin complet de mon fils. Non, je sais pas. Merci à vous deux. J'ai une question, Théo, que je poserai aussi à vous. Est-ce qu'on n'est pas dépassé par cette multiplication, cette diversification des drogues de synthèse? Alors c'est une bonne question. Dans Addicto-USIC, on ne quantifiait même pas les drogues de synthèse parce que ça relève de processus de détectage complexes. Mais oui, absolument, c'est quelque chose qui est en train d'exploser avec une multiplicité des substances. Et vous savez pourquoi c'est compliqué? Parce que ça signifie qu'on a du mal à les doser. Et donc nos détections actuelles à l'hôpital peuvent être négatives alors qu'il y a ces consommations. C'est un vrai problème, c'est vrai. Donc Juliette, votre combat est d'autant plus dur. On a parfois l'impression d'être dépassé, c'est ça, par toutes ces drogues? Complètement dépassé. Et puis il n'y a pas assez de prévention et d'alerte dans les écoles, chez les enfants. C'est très très important. L'éducation nationale ne me demande pas d'aller leur parler, par exemple. Je suis toujours très surprise. Ce serait très facile. Ben merci pour votre combat. Merci Théo.